late, you dickheads. Screw that guy. You know he tells people I'm a puke freak? Salut Sentinelle! Ici, multivers interdit. Et aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour. Ils ont réécrit le passé. Juste sous nos yeux. En une seule phrase, John Cena a lâché la bombe. Previously in the DCEU. Attendez, DCEU? Comment ça? Depuis quand la première saison de Peacemaker était canonique dans l'univers de James Gunn? La réponse est simple, et absurde en même temps. James Gunn n'a pas seulement redémarré l'univers, il a aussi fait semblant qu'il avait toujours été comme ça. Et le pire, il a réussi à donner l'impression que rien n'avait changé. Mais en réalité, tout a changé, et énormément. Si tu aimes ce type de contenu, avec analyse en profondeur, références croisées et zéro blabla inutile, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Nous sommes sur le point d'atteindre un objectif important d'abonnés, et ton soutien est ce qui maintient ce projet en vie. Chaque nouvel abonné ici, c'est comme un allié de plus sur le front de la résistance geek. Tout commence par une illusion subtile. Le Previously on Peacemaker de l'épisode 1 est remplacé par un nouveau label, Previously in the DCEU. La phrase apparaît comme une blague, mais c'est en réalité un coup éditorial. Ce que la série met en place ici, c'est un retcon silencieux, mais extrêmement stratégique. James Gunn a redonné un nouveau sens à la saison 1, comme si elle avait toujours existé à l'intérieur du nouvel univers DCU, alors qu'en vérité, elle avait été créée bien avant le reboot. Autrement dit, le public qui a tout suivi en temps réel se retrouve maintenant plongé dans un nouveau contexte, sans avoir bougé d'un centimètre. Mais il y a un détail que personne ne mentionne. Les scènes récapitulées ont été discrètement retournées, avec de nouveaux dialogues et des répliques qui n'existaient pas dans les épisodes originaux. Par exemple, la réplique d'Adebayo sur la Justice Gang remplaçant la Justice League n'est pas une erreur de mémoire. C'est un ajustement de scénario délibéré. C'est du retcon pur. Et ce n'est pas le seul. Tout au long de l'épisode, de petits moments sont rejoués comme s'ils avaient toujours été ainsi. Mais ceux qui ont regardé la première saison en 2022 sentent bien qu'il y a quelque chose de décalé. C'est comme si nous regardions le même chapitre, mais à travers un miroir fissuré. Sauf que cette fois, avec toutes les pièces du nouveau jeu déjà posées, Superman interprété par Corn Sweet, Guy Gardner en tant que Green Lantern, et même des références aux événements du nouveau film Superman. Mais il y a un retournement que personne ne commente, et qui pourrait changer complètement la façon dont nous allons percevoir cette nouvelle phase du DCU. J'y arrive dans un instant. D'ailleurs, écris-moi en commentaire de quelle ville et de quel pays tu regardes cette vidéo. Je lis tout, et je veux savoir jusqu'où va cette armée du canal. Si ce type de contenu te connecte aux infos et aux théories les plus brûlantes de l'univers geek, lâche déjà le triple kill, like, commente et partage. Ils ont changé le nom, remplacé les visages et introduit un nouveau code moral. Le groupe qui apparaît désormais n'est plus la classique Justice League, c'est la Justice Gang. Et ce n'est pas seulement un caprice stylistique de James Gunn, c'est une refonte identitaire. Une rupture avec l'héritage afin d'instaurer ce qu'il a appelé le nouveau canon. La première fois que nous voyons la nouvelle équipe réunie, l'impact est à la fois visuel et narratif. David Corenswet en Superman, Millie Alcock en Supergirl, Guy Gardner, Mr. Terrific, Hawkgirl. C'est une formation hybride, à moitié expérimentale, qui remplace la pompe et la hiérarchie de l'ancienne ligue par une dynamique plus informelle, presque corporative. L'attitude même du groupe, lors des auditions pour de nouveaux membres, en est révélatrice. Ils ne recrutent pas des héros pour leur mérite. Ils testent le charisme, le comportement et la tolérance aux plaisanteries de goût douteux. Mais un détail important est caché dans le dialogue entre les membres. Superman ne fait pas officiellement partie de la Justice Gang. Il agit avec eux ponctuellement, mais il refuse l'idée d'une équipe sponsorisée et contrôlée politiquement. Surtout lorsqu'il s'agit de Maxwell Lord. Cela est plus que cohérent avec la personnalité que Gunn construit pour le nouveau Superman. Un héros plus éthique, plus centré, qui se méfie des systèmes de pouvoir centralisés. Cela fait écho à des BD classiques comme Superman, For Tomorrow, où le héros s'éloigne du gouvernement,
parce qu'il refuse les manipulations en coulisses. Mais cette exclusion ouvre également la porte à autre chose. Si Superman n'est pas le leader moral de l'équipe, qui le sera? Le silence entourant le nouveau Batman est très révélateur. Nous ne l'avons pas encore vu dans le DCU, mais son absence dans cet épisode et l'insatisfaction de Superman envers la direction actuelle suggèrent que Bruce Wayne prendra cette place. Pas maintenant, mais au moment précis où Maxwell Lord sera renversé. Et c'est justement cette tension entre contrôle étatique et autonomie héroïque qui peut donner le ton des prochains films. Le changement de nom en Justice Gang est plus qu'une plaisanterie. C'est un baptême symbolique. Et s'il y a une leçon que l'histoire des comics a toujours enseignée, c'est qu'à chaque fois qu'on change le nom, on change le destin. Le nouveau DCU a fait son choix. Le Green Lantern le plus détesté et le plus mémorable des comics est désormais canonique. Guy Gardner apparaît avec sa fameuse coupe de cheveux ridicule, mais avec un ajout inattendu. Un tapis magique vert, en lieu et place de l'aura classique de vol. Ce n'est pas seulement une blague visuelle. C'est un symbole du type de reconstruction que James Gunn est en train de réaliser dans l'univers DC. Dans les BD, Guy Gardner a toujours été le Lantern le plus instable, arrogant et impopulaire, mais aussi le plus imprévisible. Il est l'anti-Hal Jordan, l'anti-John Stewart. Une figure difficile à supporter, mais impossible à ignorer. Gunn utilise cela comme soupape comique, mais aussi comme critique interne de l'héroïsme standardisé. Dans l'épisode, la scène où Peacemaker l'appelle « taré qui aime se faire vomir dessus » semble n'être qu'une provocation, mais c'est en réalité une manière de repositionner la bizarrerie comme un élément fonctionnel de ce nouveau cadre narratif. La vérité, c'est que depuis la disparition d'Aquaman, le DCU a perdu sa cible préférée de moquerie. L'obsession de Peacemaker pour les héros excentriques avait besoin d'un nouveau centre. Et Gardner remplit ce rôle à la perfection. Il est suffisamment ridicule pour faire rire, mais assez puissant pour rester pertinent. C'est un pari risqué. Mais il est cohérent avec la manière dont Gunn a toujours écrit des figures marginales, de Guardians of the Galaxy jusqu'à The Suicide Squad. Visuellement, le choix du tapis volant est une rupture avec le modèle classique du corps des Green Lantern. Aucune autre version du personnage ne l'avait utilisé auparavant. C'est une référence directe à Aladdin, mais aussi une façon de rompre toute association avec les anciens lanternes, en particulier le Hal Jordan du Snyderverse. Et ce changement de forme symbolise également le nouveau ton du DCU. Moins épique, plus absurde. Moins de révérence, plus de satire. Le plus intriguant, c'est qu'en dépit de toute cette ridiculisation, Guy Gardner reste en première ligne de la Justice Gang. Cela signifie que, derrière la caricature, un potentiel narratif est en réserve. Et lorsque Gunn procède ainsi avec un personnage, c'est parce qu'il compte briser le schéma à un moment donné. La blague prendra fin. Et quand elle prendra fin, il pourrait devenir la pièce la plus instable du nouveau jeu. La première fois que Peacemaker traverse le portail dimensionnel caché dans le laboratoire de son père, il ne tombe pas sur des monstres ni sur des catastrophes. Il découvre une vie parfaite. Ce qui semblait n'être qu'une blague visuelle, un miroir inversé de son monde, révèle rapidement quelque chose de bien plus profond. Cet autre univers non seulement existe, mais paraît délibérément idéalisé. Son père est vivant, son frère aussi. Harcourt est émotionnellement stable, la maison est propre. Sa réputation est impeccable. Et au fond de lui, il le sait. Ce n'est pas un rêve. C'est une provocation directe face à tout ce qu'il n'a jamais eu. Le procédé narratif employé ici va bien au-delà d'un simple cliché de science-fiction. L'idée des 99 portails, révélés par Gunn comme faisant partie de l'espace quantique du père de Peacemaker, transforme la série en plateforme multiverselle. Chaque porte, un univers possible. Mais ce qu'il trouve immédiatement n'est pas seulement une possibilité. C'est un idéal, une version de lui-même qui a obtenu tout ce qu'il a détruit. Cela change toute la dynamique de la saison. Le combat n'est plus contre un ennemi extérieur. Il est contre la tentation de remplacer sa propre vie par une version meilleure. Et c'est là que la métaphore du miroir prend tout son sens. Quand Peacemaker voit ses propres armures dupliquées
à l'entrée de l'autre univers, il ne comprend pas immédiatement. Mais le spectateur, lui, comprend. La symétrie est trop parfaite pour être une coïncidence. Cette dimension alternative n'est pas apparue par hasard. Elle a été construite narrativement pour le séduire, pour lui montrer ce qu'il aurait pu être s'il n'avait pas été façonné par la violence, par son père raciste et par la culpabilité. C'est un piège émotionnel. Et il est puissant. Le moment le plus symbolique de l'épisode survient quand il voit le père de cette réalité s'approcher et, au lieu d'attaquer, simplement lui dire « Je t'aime, fils ». 3 mots que le Peacemaker original n'a jamais entendus. Pas une seule fois. Ce geste brise toute barrière d'ironie ou de blague. Ce n'est plus de la fiction. C'est du traumatisme mis en scène. Et pour la première fois, il hésite, il réfléchit, il envisage de rester. Mais quelque chose dans cette perfection commence à sonner faux. La version du frère, le journal sur la table, les trophées au mur, l'équipe de héros alternatifs. Tout est un peu trop poli. Et le détail le plus révélateur pourrait bien être les casques dupliqués. Qui a créé cette collection ? Et pourquoi cet autre Peacemaker n'était-il jamais apparu ? Jusqu'à présent, il manque encore une pièce à cette équation. Et elle n'est pas seulement émotionnelle, elle est structurelle. Quelqu'un ou quelque chose manipule cette réalité parallèle. Et Peacemaker ne l'a pas encore compris, mais il est grand temps de se méfier. La scène survient brutalement, presque dans le silence. Un faux pas, un combat mal calculé, et le Peacemaker original tue sa propre variante. Pas avec un discours, ni avec un plan élaboré. Par accident. Par un jet incontrôlé de son sac propulseur. Mais le plus déstabilisant, ce n'est pas la mort en elle-même, c'est le regard de surprise. Le protagoniste, l'espace d'un instant, semble ne pas croire ce qu'il a fait. Et juste après, il accepte. C'est le point de bascule de la saison. Le multivers, qui paraissait jusque-là être un terrain de jeu conceptuel, devient la scène d'une décision irréversible. Peacemaker a tué la meilleure version de lui-même. Et se retrouve désormais face à la possibilité d'assumer son identité, sa place, ses relations, son monde. C'est le vieux dilemme éthique de la fiction spéculative. Si vous découvrez une vie parfaite, et que vous pouvez la voler sans être découvert, le feriez-vous ? La série propose la réponse sans la verbaliser. Le fondu au noir après l'assassinat n'est pas qu'un effet de style, il est symbolique. À partir de là, l'identité de Peacemaker s'effondre. Il ne sait plus s'il est la version originale ou simplement celle qui a survécu. Cela fait écho à des thèmes classiques des comics comme l'arc Injustice, où Superman rompt avec sa propre morale après une tragédie, ou encore Age of Apocalypse, avec des versions alternatives de héros confrontés à des dilemmes inversés. Un malaise croissant se dégage de la façon dont la série illustre cette transition. Le protagoniste ne tente pas de se justifier. Il observe simplement le corps, hésite et commence à avancer. Pas de larmes. Pas de culpabilité explicite. Juste un choix fait dans l'ombre. Et c'est là que la série frappe juste. Elle n'explique pas. Elle provoque. La question n'est plus « va-t-il dire la vérité ?» La question est désormais « et si cette version devenait celle que le DCU décide de conserver ?» Gunn sait manier l'ambiguïté. Depuis Super et Guardians, il prouve que les héros brisés sont plus intéressants que les héros parfaits. Et ici, il installe un dilemme moral qui devrait se prolonger sur toute la saison. Peacemaker a commis un assassinat. Et ce n'était pas contre un ennemi, c'était contre lui-même, ou pire, contre l'homme qu'il aurait pu être. La vraie question est désormais une autre. Cette réalité si parfaite est-elle vraiment si parfaite que cela ? Car si le Peacemaker alternatif était si complet, si accompli, pourquoi se trouvait-il dans cette chambre, seul, armé et en alerte ? Quelque chose cloche. Quelque chose allait exploser. Et peut-être qu'en assumant cette nouvelle vie, Peacemaker s'est placé dans une position encore plus dangereuse que celle qu'il a laissée derrière lui. Alors que Peacemaker s'enfonce dans un dilemme existentiel, l'autre protagoniste de la série, qu'on n'attendait pas, obtient son propre arc narratif. Eagly, l'aigle apprivoisé, non seulement est de retour,
mais a désormais un ennemi juré, Red Saint Wild, incarné par Michael Rooker. Et oui, James Gunn a pris cela au sérieux, au point de construire un sous-intrigue entière où Eagly est traité comme une sorte de héros parallèle. Un héros avec droit à un rival, une chorégraphie d'ouverture et des scènes marquantes. Red Saint Wild est présenté comme un chasseur obsédé par Eagly. La dynamique entre les deux renvoie à l'archétype classique du méchant, qui poursuit la mascotte par pure obsession. Sauf que la série aborde cela avec une solennité inattendue. La musique s'élève, la caméra ralentit, les cadrages imitent les films de rivalité épiques. C'est comme si l'on assistait à une version animale de Batman contre Joker. Le ton est absurde, mais intentionnel. Gunn avait déjà fait cela avec Rocket Raccoon dans Guardians of the Galaxy, mais ici, il va encore plus loin. Il transforme Eagly en symbole de la série, une mascotte qui dépasse le simple comique pour devenir un élément de tension narrative. Preuve en est l'attention portée au nouveau numéro musical d'ouverture. Eagly n'apparaît pas seulement, il a ses propres mouvements. Il danse, il virevolte, il interagit avec d'autres personnages. Et ce n'est pas juste un effet visuel, c'est de la construction affective. L'introduction de Red Saint Wild soulève aussi une question de coulisses. Michael Rooker avait déjà interprété sa vente dans The Suicide Squad. Et maintenant, il revient avec un nouveau personnage, sans lien direct, du moins pour l'instant. Ce n'est pas inédit dans le DCU, ni dans le travail de Gunn, qui a déjà réutilisé des acteurs dans des rôles différents. Mais dans le contexte de la série, cette réutilisation peut indiquer quelque chose de plus vaste. L'émergence de figures multiverselles récurrentes. Des personnages qui se répètent avec de légères variations dans différentes réalités. Ce sous-intrigue, en apparence secondaire, fonctionne aussi comme respiration narrative. Il allège le poids dramatique de l'arc principal sans en affaiblir l'impact. Et plus encore, il renforce le ton de la saison. Un univers où même les mascottes ont des arcs complets. Où même un aigle peut avoir un ennemi mortel. Et où les absurdités, même les plus improbables, sont traitées avec le même sérieux qu'une tragédie grecque. La question est, pourquoi Gunn consacre-t-il du temps à cela maintenant ? La réponse pourrait résider dans l'équilibre qu'il cherche à construire. Tandis que Peacemaker affronte des dilemmes d'identité et d'assassinat, Eagly incarne l'instinct, le pur réflexe. Un personnage qui ne réfléchit pas, qui réagit seulement. Et peut-être qu'à la fin de la saison, la logique de l'instinct, la logique de l'aigle, sera ce qui sauvera Peacemaker de son propre effondrement. Au milieu du chaos émotionnel de Peacemaker et de l'excentricité comique d'Eagly, une intrigue plus discrète commence à se dessiner. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. Maxwell Lord est de retour, désormais comme chef de la Justice Gang, organisant des auditions publiques avec une froideur qui frôle le cynisme. Lui qui, dans les comics, a toujours oscillé entre homme d'affaires manipulateur et vilain de l'ombre, endosse dans le DCU un rôle stratégique, celui de gestionnaire politique des méta-humains. La scène de l'entretien avec Peacemaker résume parfaitement ce nouveau modèle. Au lieu de discuter de tactique, de danger ou de responsabilité, Lord et ses alliés, dont Guy Gardner et Hawkgirl, passent tout leur temps à lancer des plaisanteries gênantes, à se moquer du passé du candidat et à exploiter son instabilité émotionnelle. Ce n'est pas une audition de recrutement, c'est une exposition publique. Et cela en dit long sur la manière dont le nouveau DCU entend traiter ses héros. Ce traitement reflète un tournant historique au sein même d'Argus. L'agence, qui opérait autrefois comme une force secrète et militarisée, se rapproche désormais d'une corporation publique, avec des figures comme Rick Flag Sr., occupant des postes de direction. Et non pas par mérite. Flag est là par vengeance. Il veut les ressources de l'agence pour traquer Peacemaker, ce qui transforme toute une organisation en instrument de vendetta personnelle. La tension s'aggrave lorsqu'on voit des personnages, comme Adebayo, tenter de rester pertinents au milieu du chaos. Elle, qui avait exposé les secrets d'Amanda Waller lors de la première saison, vit désormais en marge, émotionnellement épuisée et déconnectée de sa propre mission.
L'équipe originelle de Peacemaker ne s'est pas seulement disloquée, elle a été démantelée politiquement. Chacun de son côté, chacun en ruine. La série utilise cette désagrégation pour illustrer quelque chose de plus vaste. L'instabilité même du DCU. Rien n'est solide. Aucune équipe n'est fiable. Et des figures comme Maxwell Lord émergent précisément dans ces vides de pouvoir. Cela s'est déjà produit dans les comics. Dans la phase Infinite Crisis, Lord manipule la Justice League de l'intérieur, semant méfiance et sabotage. Ici, le schéma se répète, mais de façon encore plus subtile. Le détail le plus symbolique réside dans le téléphone portable, utilisé par Economos, une technologie Lord Tech. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une infiltration. Lord ne dirige pas seulement une équipe. Il connecte tout le système. Il contrôle les communications, les réputations et les récits. Et dans ce type de configuration, où la surveillance est synonyme de pouvoir, tout héros qui ose agir de manière indépendante devient un problème à éliminer. Le conflit avec Peacemaker n'est pas personnel, il est structurel. Il incarne une forme d'héroïsme qui ne rentre plus dans le moule. Imprévisible, violent, impulsif. Et le DCU en cours de construction, avec satellite de détection multiverselle, code de conduite et panel d'évaluation, n'a plus de place pour cela. La question n'est pas de savoir si Peacemaker sera traqué, mais quand et par qui. Car la chasse a déjà commencé. Et Maxwell Lord n'en est qu'au premier pas. À la fin de l'épisode, le véritable tournant n'est pas un combat. C'est une décision. Peacemaker rencontre sa contrepartie venue d'un autre univers, s'engage dans une lutte intense et, sans le vouloir, finit par tuer cet autre lui-même. Sous le choc, il prend alors la décision la plus lourde de conséquences. Assumer la vie du Peacemaker alternatif. Ce choix paraît logique dans la chaleur du moment. Une vie où son père l'aime, où son frère est encore vivant et où il est respecté comme un véritable héros. Mais qu'abandonne-t-il derrière lui ? Ce n'est pas simplement un échange de réalité, c'est une abdication. Le Peacemaker du DCU, faillible, instable, mais en constante évolution, est remplacé par une version idéalisée qui pourrait bien dissimuler une nouvelle forme de prison. Car ce qui paraît trop parfait cache presque toujours un prix caché. Et certains détails de ce nouvel univers laissent Doran deviner que tout n'est pas tel qu'il semble. La présence de journaux aux récits étrangement convenus, des versions de personnages aux sentiments inversés, et un ordre méticuleusement orchestré. Et plus encore. L'adoption de cette nouvelle vie commence par un mensonge. Il tue son double, dissimule le corps, et prévoit d'usurper son identité. Cela a un poids, non seulement moral, mais aussi symbolique. La série suggère que, même si Peacemaker cherche la rédemption, il risque d'être condamné à répéter les mêmes schémas de destruction et de déni. La fuite vers un univers alternatif n'efface pas les traumatismes, elle ne fait que les recouvrir. James Gunn semble construire ici un arc qui pousse les spectateurs à réfléchir sur l'authenticité. Qu'est-ce qu'être un héros dans un monde où l'image est tout ? Où même les émotions peuvent être répliquées ? Peacemaker a peut-être trouvé un nouveau foyer. Mais pourra-t-il supporter de vivre avec la culpabilité ? Et surtout, qu'y a-t-il réellement derrière cet univers parfait ? Car s'il y a bien une chose que James Gunn ne fait jamais, c'est livrer une fin heureuse sans conséquence. Et maintenant, j'aimerais savoir, d'où regardez-vous cette vidéo ? Quelle ville ? Quel pays ? Dites-le moi dans les commentaires, car je les lis tous, et c'est fascinant de voir comment cet univers relie autant de personnes différentes. Et si ce type de contenu vous connecte aux détails et aux vérités cachées du nouveau DCU, abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes sur le point d'atteindre un cap très important ici, et votre soutien fait toute la différence. De plus, les abonnés ont un accès immédiat aux vidéos les plus brûlantes, aux théories inédites et aux analyses approfondies comme celle-ci. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et si vous avez trouvé cet épisode insensé, attendez de voir ce qui arrive dans les prochains chapitres. À très vite, Sentinelle.